Peut-être des questions. Oui. Bonjour. Nous n'avons pas évoqué l'effet du tic contaminé sur la femme enceinte, en tout cas pour le bébé à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications? Alors, merci. Le problème, c'est qu'il y a eu très peu d'études. Moi, je suis convaincu que la transmission maternelle-fœtale existe. Quand il y a une piqûre de tic chez la femme enceinte, autant bon, c'est peut-être difficile de dire qu'il faut traiter toutes les piqûres de tic par antibiotiques, s'il n'y a aucun symptôme. Mais chez la femme enceinte, je suis assez volontiers d'accord. Oui. Bon, au revoir, monsieur le député, merci beaucoup. J'ai tendance à traiter systématiquement une piqûre de tic par antibiotique chez la femme enceinte. Pour ce qui est de la transmission materno-fœtale, quand une femme est très malade pendant la grossesse, que c'est pas qu'elle a Lyme, qu'elle n'est pas traitée, je suis convaincu qu'il y a des transmissions. Malheureusement, il y a eu très très peu d'études. Il y a eu Alan McDonald, qui était un pionnier du Lyme aux États-Unis, qui est très âgé, qui est à la retraite. Enfin, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il a encore bon pied, bon oeil, mais il avait publié, mais ce qu'il a publié, c'était uniquement sur des fœtus morts. Il avait trouvé effectivement des borrelia dans le petit système nerveux. Il n'y a vraiment jamais eu d'études bien faites pour démontrer cette transmission. Du coup, les détracteurs disent qu'il n'y a pas d'études, ça n'existe pas. Alors moi, je crois que ça existe et je voudrais qu'il y ait des financements pour qu'on puisse le prouver. Mais moi, je vois dans ma pratique que j'ai beaucoup de femmes qui ont été très malades depuis longtemps et qui se rendent compte que leurs enfants ont des problèmes de santé. Après, les pédiatres ne veulent pas en entendre parler en disant que ça n'existe pas. Après, je rassure aussi les femmes qui sont malades quand elles sont bien traitées suffisamment, même si elles ne sont pas complètement guéries. J'en ai eu pas mal dans ma consultation après désir avoir un enfant, ça s'est très bien passé. Et à la limite, si elles faisaient une petite poussée au cours de la grossesse, on leur donnait de temps en temps une petite cure d'antibiotiques compatible avec la grossesse, mais leurs enfants sont en pleine forme et vont bien. Donc c'est pas parce que vous avez de Lyme que vous pouvez pas avoir un enfant, mais pour les femmes qui ont été malades avant, je pense qu'il y a des transmissions materno-fœtales. Oui. Oui. Oui, bonjour, professeur. Moi, je suis infecté depuis 4 ans. Bon. Et j'ai téléphoné à votre service à Garches, qui m'ont donné une série de noms de médecins. Et moi, je souhaiterais savoir comment vous les triez, enfin, quels sont les critères qui vous permettent de dire qu'ils sont capables de nous suivre et de nous soigner. J'ai pas bien compris la question. Il y a l'écho. J'ai téléphoné dans votre service à Garches, et donc ils m'ont donné une liste de médecins auxquels je pouvais m'adresser pour me faire soigner. Et moi, je souhaiterais savoir quels sont les critères qui vous permettent de donner cette liste de noms. Le problème, c'est qu'on peut pas donner comme ça une liste de médecins sur Internet, parce que c'est les exposer au tir aux pigeons, parce que si vous mettez une liste de médecins, il y a des gens dans les ARS, les agences sociales de santé, dans les caisses d'assurance maladie, les conseils des médecins, qui commencent des procédures contre eux pour les condamner. Donc c'est pour ça que les associations de malades, même France Lyme, les autres sont très prudents, mettent pas de liste. Si vous montrez pas de blanche et tout ça, ils finissent par vous donner les noms de médecins, ce qui est le cas aussi dans mon service, où on donne des noms de quelques médecins. Après, ces médecins, c'est des médecins dont on a entendu parler, où les malades sont plutôt contents. Ceux où vraiment les malades n'étaient pas contents, en général, on les élimine de la liste. Mais je peux pas après me porter garant pour tous les médecins. Non, c'était simplement une question pour voir. Comment ? Je dis c'était simplement une question, c'était pour ça. Voilà. Et après, si le plan national de diagnostic et de soins est voté, entériné par la Haute Autorité de Santé, moi ce que je voudrais au minimum, c'est que si tout le monde n'est pas d'accord, s'il y a des vieux dinosaures qui veulent rester sur les anciennes recommandations, qui continuent à le faire, de toute façon on ne pourra pas les convaincre, mais qu'au moins il y a la possibilité de faire autrement. Parce qu'à partir du moment où c'est officialisé par la Haute Autorité de Santé, c'est reconnu par la Caisse d'assurance maladie, c'est remboursé à 100%, les médecins ne seront plus condamnés, et donc il y a énormément de médecins en France qui sont prêts à faire du Lyme. J'ai des témoignages tous les jours, mais beaucoup s'y mettent, mais ils ne veulent pas le faire en trop grande quantité, parce qu'ils disent si j'en fais trop, je suis repéré. Donc ils veulent rester en dehors de la détection du radar. Là. Mais si le plan national sort, ils ne seront plus persécutés du tout, et ça permettra une meilleure prise en charge dans beaucoup de régions. Parce que moi, je ne peux pas être le médecin traitant de toute la France. Vous verriez le nombre de mails qui arrivent tous les jours, et puis
des gens qui me demandent des avis, mais un avis, ça prend 1 heure à écrire, c'est des cas particuliers. Des gens, après, je les ai vus une fois, ils me redemandent, mon médecin sait pas quoi faire. Je dis, bon, moi je peux pas, il y a un test qui revient perturbé, moi je peux pas faire la consultation à chaque fois d'entretien de tous les malades, c'est impossible, sinon moi j'y laisse ma peau. Donc il faut accepter que ce soit d'autres médecins, que je vois les gens de temps en temps, que j'ai un avis, je veux bien, ou que je téléphone de temps en temps à des médecins pour les conseiller. Mais ça devient total. Pour moi et mon équipe, ça devient ingérable, surtout que je suis pas très aidé dans mon équipe, tout le monde veut pas faire du Lyme, donc. Bonjour, je voulais vous demander, mon chien a droit à prendre un cachet tous les 3 mois pour être protégé contre la maladie de Lyme, enfin contre les piqûres de tiques et les puces. Et moi, ça fait déjà depuis 2011 que je traîne la maladie de Lyme et je n'ai pas droit à ce genre de. Alors, effectivement, il existe des produits vétérinaires qui marchent bien, qui se donnent par voie orale. Donc vous mettez dans la boulette de viande pour votre chien, votre chat. Le problème, c'est que ces produits n'ont jamais été évalués sur des règles toxicologiques chez l'homme. Donc on ne peut pas se permettre pour l'instant de les donner chez l'homme. Je le comprends, il faudrait qu'il y ait des mesures, des études qui soient faites. Après, vous pouvez tout à fait utiliser des répulsifs naturels, par exemple, ou voire chimiques si c'est occasionnel, et qui marchent bien. Après, chez les animaux, il y a les répulsifs là, en pipette et tout ça, mais le produit répulsif local est quand même assez toxique pour l'environnement. Oui. Question au balcon, s'il vous plaît. Oui, je vois pas. Mais alors, vous avez au balcon, oui, vous avez expliqué la difficulté du diagnostic concernant des personnes qui auraient des maladies auto-immunes et donc seraient en phase chronique. À quel test ou à quel centre pourrait-on s'adresser? Existe-t-il en France des centres qui permettent un diagnostic expérimental ou bien faut-il avoir recours à des pays étrangers, Allemagne ou autres? Alors, le problème dans les pays étrangers, en Allemagne, il y a des gens qui font des très bons tests, d'autres qui font des tests assez foireux, qui font pas mal d'argent, donc il faut se méfier. Quand on dit en Allemagne tout est parfait, c'est pas vrai, il y a à boire et à manger. En France, tous les tests officiels, on les fait tous, ils sont pas toujours très bons. Après, il y a des équipes de recherche qui veulent travailler. La ministre a facilité le financement d'un gros projet OTIC, qui n'a toujours pas démarré pour des raisons administratives, qui va démarrer un jour, ça c'est de la recherche. Après, en routine, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on peut, dans certains laboratoires de biologie médicale, mais c'est tout nouveau, ça date de cet été, essayer de faire des tests qui, à l'origine, avaient été conçus dans les laboratoires vétérinaires et qui sont mis à la disposition de laboratoires humains. Alors, pour l'instant, c'est pas des tests complètement reconnus officiellement, c'est payant parce que c'est pas reconnu, donc c'est pas remboursé. Vous pouvez toujours essayer. Quand c'est positif, ça prouve que la bactérie ou le parasite est là. Quand c'est négatif, ça élimine pas complètement. Mais à mon avis, c'est quand même plus fiable que les sérologies. Mais on peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'on n'a pas de bons tests. Il faut multiplier les tests alors en cas de négativité. Il faut multiplier les tests en cas de négativité, par exemple. Ça sert à rien de les multiplier. Je vois des gens, ils se ruinent en tests qui servent à rien. À la limite, moi je crois plus, si vraiment on a un doute et que les tests sont pas terribles, un traitement d'épreuve. Traitement d'épreuve, si au bout d'un mois, vous voyez ce qui se passe, ça marche ou ça marche pas. Quand je dis ça marche, ça peut être aussi ça vous aggrave. Ça vous aggrave, il faut dire chic, tiens, ça marche. Mais ce qui n'est pas évident dans une maladie. Quoi. Merci. Oui. Oui, bonjour. Merci d'être venu nous donner toutes ces informations. Moi, je voulais juste vous poser la question de... En fait, je crois que c'est beaucoup d'informations qu'on est nombreux à avoir déjà glanées aussi en partie du fait de nos états. Et je me demandais juste, est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur des petites choses qui peuvent nous aider à aller mieux ou des petits chemins à prendre? Comme vous disiez, vous ne pouvez pas traiter tout le monde, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Pour avoir des pistes de prise en charge? Ouais, de prise en charge ou de conseils, je sais pas. On est nombreux à essayer de se demander, par exemple, est-ce que le soleil, ça nous fait plus de bien ou pas? Parce qu'en fait, on se retrouve souvent démunis à pas savoir quoi faire. Ce qui est clair, c'est que la phytothérapie marche pas mal.
Moi, j'y croyais pas au début, c'était pas ma formation, mais j'ai appris par les malades, puis maintenant j'en fais tout le temps. Moi, je le fais plutôt en phase d'entretien, quand les gens sont sortis du trou avec les antibiotiques, tout ça, parce que si vous faites des antibiotiques même assez longtemps, si vous arrêtez tout, comme je vous le disais, c'est 80% de rechute. La phyto, quand vous avez une maladie sévère, c'est à vie. Un traitement d'entretien du Lyme, c'est à vie. La borréliose, elle est là tout le temps. Après, il y a les saunas infrarouges, il y a la cryothérapie. Il y a des méthodes qui peuvent aider, parce que les borrélias sont très sensibles à la chaleur. J'ai beaucoup de témoignages de malades comme ça qui s'en sortent avec ces différentes techniques. Alors après, quelle plante? Bon, pour ça, vous êtes conseillé par un phytothérapeute. Il y a plein de bouquins qui sortent là-dessus. C'est à vous de faire votre essai, parce qu'il y en a qui vont bien marcher chez vous, pas d'autres. Et sachez toujours quand vous faites vos essais, c'est qu'un produit qui vous aggrave, souvent est efficace. Si vous prenez un produit que vous êtes très fatigué, que vous avez mal à la tête et que vous dites qu'est-ce qui se passe, j'ai mes douleurs qui augmentent, il faut dire tiens, c'est bon signe, ça réagit. Alors si c'est trop violent, vous diminuez la dose. Et puis après ces exacerbations, ça va aller mieux. Mais alors, on ne peut pas guérir tout le monde avec la phyto. Je discutais récemment avec des collègues allemands qui font beaucoup de phyto, parce qu'en Allemagne, il y a pas mal de gens écolos qui sont anti-antibiotiques, qui sont anti-produits chimiques. Bon, ils arrivent à en guérir uniquement avec les produits naturels, mais c'est souvent beaucoup plus long. Mais ça peut marcher très bien. Moi, j'ai vu des gens guérir presque complètement avec des produits naturels. Donc ça, vous pouvez le faire sans médecin, vous pouvez le faire vous-même. Bon, c'est pas remboursé. C'est vrai qu'après, il y a des médecins qui abusent un petit peu parce qu'ils vous vendent des produits bio très chers. Quelquefois, ils sont très efficaces, mais vous pouvez commencer par des produits bio qui coûtent pas grand-chose dans les boutiques bio, les pépins de pamplemousse, la propolis. Il y a toute une liste qui peut marcher. Et puis après, vous pouvez demander conseil avec des gens qui connaissent un peu le domaine si vous êtes un peu perdu tout seul. Mais ça vous permet souvent déjà de vous améliorer un peu, de tenir le coup en attendant de trouver un médecin qui va peut-être pouvoir vous prescrire des antibiotiques ou autre chose. Merci beaucoup. Et je voulais juste donner une info que il y avait une conférence d'organiser il y a quelque temps et j'avais regretté de ne pas l'avoir donnée. Du coup, j'ai envie de le dire parce qu'il y a de plus en plus de recommandations qui sont données sur la prévention, du coup, les balades en forêt et de bien se couvrir, de mettre les chaussettes et tout. Moi, je me fais piquer. Le meilleur score que j'ai fait, c'est 30 tiques en 1 heure. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'être en short, sandales, débardeur et se regarder tout le temps. Et en fait, comme ça, vous les enlevez de sur vous avant qu'ils soient accrochés. Et je pense que c'est bien mieux parce que j'ai testé le vêtement intégral et c'était 10 fois pire. Voilà. Et du coup, je voulais le dire. Non, mais moi, quelquefois, je me balade en short en forêt, hein, mais il suffit de faire attention. D'abord, il y a des peaux qui attirent les tiques, donc qui les attirent pas. Si vous mettez un petit peu de répulsif sur le bas des jambes, en général, ça empêche les tiques de monter. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de s'allonger dans les sous-bois ou de pique-niquer au milieu de la forêt. Mais si vous restez debout, surtout sur les chemins, les tiques, elles vous sautent pas dessus. Alors, elles peuvent tomber de végétaux un peu à mi-hauteur, parce que quelquefois, elles sont restées accrochées là, elles sont décrochées d'oiseaux, de cervidés, mais normalement, les tiques, elles grimpent pas aux arbres. Hein. Elles sont assez. Alors, c'est sur des herbes assez hautes, des fougères. Alors, c'est vrai qu'après, le vêtement long, si vous avez un vêtement long, il vaut mieux mettre une couleur claire, parce que vous voyez la tique qui court dessus, et puis mettre les chaussettes par-dessus. Mais vous pouvez être aussi jambes nues, mais à ce moment-là surveiller, puis après éventuellement le soir vous inspecter. Mais moi je recommande quand même beaucoup les répulsifs si vous attirez beaucoup les tiques, hein, ça marche bien. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question, puisque tout à l'heure vous avez dit que les laboratoires vétérinaires étaient plus performants plus au niveau technologique, plus fiables que les laboratoires de médecine humaine. Donc, ne serait-il pas possible de faire des prélèvements sanguins par des infirmières et d'exiger de les faire analyser par des laboratoires vétérinaires? Alors, ça a été fait de façon un peu semi-clandestine, parce que les laboratoires vétérinaires ont accepté de le faire, soit en étant conscients que c'était des humains, puis en fermant les yeux, soit parce que les malades ont un peu trafiqué, ils ont dit qu'ils envoyaient le sang de leur chien. Mais après, il y a des laboratoires vétérinaires qui ont été dénoncés par des collègues professeurs de maladies infectieuses. Il y a un laboratoire qui a eu les pires ennuis avec le conseil de l'ordre des médecins, qui a failli être fermé, qui a eu une enquête de l'INSERM. Heureusement, l'INSERM a constaté que, d'un point de vue biologique, la technique était parfaite et que c'était des très bons tests. Mais après, il y a eu une directive des autorités de santé interdisant aux laboratoires vétérinaires de faire des tests pour les humains.
Donc c'est pour ça que ça peut se faire encore de façon un peu clandestine. Et c'est pour ça que moi j'ai fait auditionner un professeur de médecine vétérinaire de Lyon qui a pris sa retraite, mais enfin maintenant il a ouvert un labo privé. Il a été reçu à l'autorité de santé. J'essaie de convaincre les autorités de santé que des tests, que ce soit de ce professeur ou d'autres, puissent être au moins évalués chez l'homme et qu'on arrête de persécuter les laboratoires ou les médecins qui prescriraient ces tests et qu'on puisse l'évaluer sur le plan scientifique et faire une cohorte de patients, voir quel est le pourcentage qui sont positifs à tel ou tel germe. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc il y a maintenant un petit nombre de laboratoires en France, c'est tout récent, c'est depuis cet été, qui ont les kits pour faire ces PCR. Bonjour, je voudrais savoir si la présence dans le sang de flagelline indique une infection par une spirochète ou pas. Alors, la flagelline, on peut pas. Vous voulez dire sur les anticorps, là, sur les cancers? Oui, c'est ça. Oui, ça veut dire que vous avez votre système immunitaire a rencontré la flagelline un jour. Le problème de la sérologie aujourd'hui, c'est qu'elle ne permet pas de dire si l'infection est récente ou ancienne. Alors c'est ce que disent nos détracteurs, c'est pour ça qu'ils ne traitent jamais les gens, même séropositifs, votre sérologie, on s'en fiche, c'est ancien. Mais moi je ne traite pas des sérologies, je traite des symptômes. Si les gens, moi j'ai déjà vu des chasseurs venir paniquer en me disant, oh là là, je viens de découvrir, j'ai le sérologie Lyme positif. Je dis, comment vous allez? Le gars il me dit, je suis en pleine forme. Je dis, bon tant mieux, je ne vais pas traiter une sérologie. Alors, si vous avez une flagelline positive, c'est-à-dire qu'un jour un spiroquète est passé par là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encore caché dans un coin à dormir. Mais si vous êtes en bonne forme, à la limite, on s'en fiche un peu. C'est comme, même quand je parle des PCR, donc c'est bien, il va falloir se méfier, parce que si tout le monde se met à faire des PCR, on sait déjà d'après des publications européennes, on va trouver des PCR positifs chez des gens en pleine forme. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui hébergent la Borrelia ou d'autres microbes. C'est déjà connu en maladies infectieuses. On peut être porteur sain du bacille de la tuberculose sans être malade. On va forcément en trouver probablement pas mal dans la population. Il ne faut pas semer la panique en disant tout le monde est malade, parce que il ne faut pas oublier qu'on soigne des malades et qu'on soigne des gens qui ont des symptômes cliniques ou qui se plaignent. Après, moi, je suis le premier à écouter le malade, même si c'est ce qu'on appelle dans le jargon médical fonctionnel ou subjectif, c'est-à-dire que c'est pas prouvé. Un signe objectif, on peut le mesurer, le voir. Un signe fonctionnel, on fait confiance au malade. Quand on m'a dit j'ai mal, je peux pas me concentrer ou je suis fatigué, ça se mesure pas. Mais bon, mais parce qu'après, ce qui m'a convaincu que ces malades n'étaient pas psy, c'est qu'après, quand ils sont guéris, ils vont mieux. La première chose qu'ils font, c'est d'oublier la maladie, d'oublier le médecin, d'oublier les associations de malades, les blogs, et de s'occuper de leur famille, de leur boulot. Dans les milieux associatifs, j'en ai connu beaucoup, quand ils étaient très malades. Ouais, on va se battre, je vais me consacrer ma vie au Lyme, je vais aller faire du lobbying au ministère. Puis quand ils ont été guéris, je les ai jamais revus. Ils ont quitté les associations. Alors c'est aussi quelquefois je mets toujours en garde certains malades qui me parlent d'Internet. Quand vous allez sur Internet, vous n'avez que les malades en échec. C'est normal parce que c'est les 20% qui s'en sortent pas bien. Ça, il y en a, il y a peut-être d'autres facteurs. Qui tournent en rond, malheureusement, ils racontent leur misère, et ils cassent le moral des nouveaux arrivants qui se disent je vais jamais m'en sortir. Alors qu'on guérit, on améliore 80%. Je dis pas guéri complètement tout le monde, mais le Lyme est moins grave dans la vraie vie que le reflet que de l'Internet. C'est important quand même à savoir. Et aussi, il y en a qui paniquent parce qu'ils voient le Lyme de la sclérose en plaques, 36 000 maladies, ils disent oh là là, je vais faire tout ça. Non, vous allez faire votre maladie à vous. Si votre maladie est rhumatismale avec des douleurs de la fatigue, vous allez rester dans ce registre. Vous n'allez pas 2 ans après, d'un seul coup, faire plein de paralysie. Et c'est important quand même de le dire parce que Internet peut être un miroir déformant. Bonjour, vous nous avez parlé de la transmission donc par l'éthique et de la mère à l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ou ce que vous savez en tout cas, sur les transmissions sexuelles, éventuellement les transmissions par le sang? Alors, sexuelles, il y a un doute. Il y a 1 ou 2 publications qui montrent de faibles quantités de Borrelia dans les sécrétions sexuelles. Il n'y a pas vraiment de démonstration. Moi, je crois que ça doit se produire de temps en temps.
Parce qu'on sait qu'une maladie infectieuse, quand il faut une quantité suffisante de microbes pour que ce soit transmis, c'est sûrement pas un problème général ou très étendu, parce que comme le dit Horowitz lui-même, il y a quand même des pics de transmission de la maladie dans tous les pays qui correspondent au cycle des tiques. Et l'homme continue son activité sexuelle sous la couette en plein hiver, et là le Lyme il est au calme à ce moment-là. Donc c'est sûr que si ça existe, c'est probablement un phénomène marginal. Après, il y a des familles qui pensent qu'ils sont tous lymés parce que c'est à cause du sexe et la transmission de la mère à l'enfant. Il y a aussi des familles qui ont un terrain génétique plus fragile vis-à-vis des Borrelia, donc c'est pour ça qu'ils sont tous malades. Et il y a des familles aussi qui ont été toutes contaminées le même jour ou par des activités sportives ou en forêt, des pique-niques, avec les mêmes types de Borrelia. Ils sont tous malades, mais c'est pas forcément qu'une transmission intrafamiliale. Donc, tant qu'on n'a pas des bonnes études, il faut être assez prudent. Après, la transmission sanguine, c'est pareil. Faut être prudent. Il y a eu pour l'instant 0 cas documenté de transmission par transfusion. Je dis pas que ça n'existe pas. Moi, je crois que ça doit exister occasionnellement. C'était montré pour Babesia. Mais même si ça existait, alors faut que ce soit, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des bonnes études, hein, je dis pas que ça n'existe pas, mais attention avant de jeter le discrédit là-dessus, parce que si vous commencez à dire aux gens, à faire peur avec ça, on va, dans les centres de transfusion, on va refuser le don du sang des gens qui ont été piqués par une tique, c'est-à-dire 90% de la population, c'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui vont mourir par manque de sang. Moi, si j'ai besoin de sang en menace vitale, je préfère du sang de Lyme que pas de sang du tout. Donc, c'est pas le sida. C'est une maladie qui est quand même curable par antibiotiques dans la majorité des cas. Les cas très sévères dont on parle, il y en a beaucoup, mais c'est pas les plus fréquents non plus. Faut être assez mesuré avant de jeter des pavés dans la mare comme ça. Mais ceci dit, je suis le premier à dire qu'il faut faire des études pour essayer de bien le documenter. J'avais une question par rapport à ce que disait la dame tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des régimes alimentaires qui peuvent peut-être pas guérir, mais au moins soulager les symptômes? Mon médecin me parle d'un régime sans produits laitiers du tout, voire peu de gluten ou des choses comme ça. Alors les régimes sont à la mode et quelquefois ça marche bien, d'autres fois ça marche pas. C'est des théories assez anciennes mais qui ont un substrat scientifique. On sait maintenant que que la modification de la composition de la flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote des régimes, peut modifier l'évolution de certaines maladies chroniques, auto-immunes. Ça passionne beaucoup de chercheurs de bon niveau, donc je crois à ces avancées. Après, moi, je suis pragmatique. Alors, les régimes qu'on propose habituellement, c'est sans gluten, sans lait, sans fromage de vache et puis sans viande rouge, voilà. J'ai aux gens essayé déjà de diminuer un peu le pain, les pâtisseries, la viande rouge et le lait, puis vous verrez bien. Il y a des gens qui ont fait des régimes 0,0,0,0 qui n'ont eu aucun effet. D'autres, ça les a transformés. C'est comme les antibiotiques, hein. Il y a des gens qui sont transformés, d'autres ça marche pas bien. Je leur dis essayez, si ça marche bien, tant mieux pour vous, continuez. Si ça marche pas, vous ne cassez pas les pieds à faire un régime. Ils peuvent faire un petit régime, mais peut-être pas un régime 0,0,0,0, parce que après, quand on fait des régimes très restrictifs, c'est l'exclusion sociale. Hein. Vous ne pouvez plus manger à la cantine, vous ne pouvez plus manger chez les amis. Et du coup, des gens meurent déprimés chez eux à cause du régime. Non, mais je dis aux gens, essayez, vous verrez bien si ça marche, mais ne tombez pas dans les excès. Après, quand les gens chez qui le régime sans gluten marche très bien, j'en connais, ils me disent ça les a changés, c'était moins fatigués, moins de douleur. Il y en a qui me disent je fais un écart, je mange un sandwich parce que je suis pressé, je rechute le lendemain. Il y en a d'autres, il faut qu'ils mangent du gluten pendant 3 semaines pour rechuter. Donc vous voyez, je crois que c'est à chacun de tester. Bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est pour pas oublier, parce que j'ai connu la maladie. La première, c'est sur les biofilms et la deuxième sur les co-infections. Alors ma première question, c'est concernant les biofilms, on sait qu'il y a certaines plantes qui s'y attaquent. Est-ce qu'il y a un consensus sur un certain nombre de plantes ou pas du tout encore? Alors ce qui est décrit classiquement, c'est la stevia, la serrapeptase. Donc la stevia, c'est cette plante qui est d'origine sud-américaine, qui a un goût sucré, qui est vendue maintenant dans les supermarchés. Mais alors le problème de la stevia, c'est que les lobbies du sucre
se sont attribués le monopole, que la commercialisation de la plante a été interdite, y compris au niveau, parce que les lobbyistes de Coca-Cola et des sucres sont intervenus au Parlement européen. Donc on n'a pas le droit de commercialiser la plante. Alors, il y a des gens qui en cultivent chez eux, qui font leur propre extrait de stevia. Sinon, quand vous l'achetez en supermarché, c'est un dérivé chimique fait de plantation de stevia faite en Chine. Et je ne sais pas quelle est la valeur de ce produit assez artificiel. En tout cas, la vraie stevia à base de plantes, elle est efficace. Alors, c'était montré par Eva Chappi, qui est une chercheuse américaine, et elle le montre sur ses diapos. On voit des biofilms de Borrelia. C'est au laboratoire, hein, mais elle met de la doxycycline, des antibiotiques. On voit la coloration qui passe de orange à vert, on voit moins de bactéries d'après ces mesures de fluorescence. Et puis quand elle met la stevia, tout le biofilm s'éteint. Donc on a vraiment l'impression que c'est très efficace. Alors après chez l'homme, je ne sais pas combien il faut en donner, parce qu'en plus quelle stevia vous prenez? La stevia du supermarché? Non. La stevia achetée sur Internet ou la stevia que vous fabriquez vous-même? Après c'est à vous d'essayer. Je sais que Horowitz on donne souvent, il dit aux gens de prendre des concentrations assez fortes. Je pense que ça peut marcher, mais c'est à vous après d'essayer de trouver la formulation qui vous convienne. La sérapeptase, c'est l'enzyme du ver à soie aussi qui est réputé détruire les biofilms. Et pas d'huile essentielle Là, pas d'huile essentielle connue qui... Pas à ma connaissance. Il y a un produit, je ne sais plus lequel c'est. Je sais pas si c'est le... j'ai oublié le nom, mais un produit chimique, mais qu'on peut faire en perfusion, mais qui diffuse pas dans le corps. Donc il est utilisé pour les biofilms dans les cathéters, les tuyaux, les chambres implantables qu'on utilise en cancérologie et tout ça, parce que ça s'était montré dans des publications très sérieuses que quand on injecte ce produit dans la chambre implantable, ça détruit le biofilm et ça supprime les infections. Mais c'est un effet local dans le plastique. Après, ce produit-là, on ne peut pas l'utiliser, il ne diffuse pas dans les tissus, quoi. Donc, la stevia, j'ai oublié le nom, je le retrouve. Mais... J'utilise déjà une poudre intégrale en magasin diététique, mais la sérapeptase, je me renseignerai dessus. D'accord. Alors, ma deuxième question, c'était concernant les co-infections. J'ai demandé à mon médecin de tester Borrelia garini, l'anaplasmose, l'ehrlichiose, la rickettsiose, et elle n'a pas su que me répondre. Le problème, c'est que les sérologies ne sont pas toutes terribles. Moi, mon hôpital les envoie systématiquement à Montpellier, elles viennent toutes négatives. J'ai des collègues qui les envoient à Nantes. Parce qu'il y a 2 laboratoires qui font les sérologies de Babesia, c'est Montpellier et Nantes. C'est des labos vétérinaires, hein, mais là, officiellement, parce que les hôpitaux, il y a des accords, les envoient dans ces labos vétérinaires. Je sais que le labo de Nantes, d'après l'expérience d'un professeur de Lyon qui s'occupe de malades de Lyme, il me dit qu'il en a 50% de positifs. Mais comme je n'ai pas d'expérience avec ce labo de Nantes, je ne peux pas dire. Après, pour les autres co-infections, les sérologies ne sont pas toujours très fiables. Ça dépend des microbes. Mais elles existent Elles existent, ces sérologies? Borrelia garini, par exemple? Il y a des sérologies Bartonella, Coxiella burnetii, etc., Anaplasma. Mais moi, j'ai rarement des résultats positifs. Je crois plus aux PCR, mais qui sont toutes nouvelles. Je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel Chappi, qui est biologiste, s'il veut répondre à la question. Mais... Oui, bonjour. C'est vrai que les sérologies Bartonella, il y en a 1 sur 1000 qui reviennent positifs. Donc, les sérologies Rickettsi aussi. La Babesia, un peu plus. La Babesia, on est à 20% de sérologies qui reviennent positives, mais effectivement sur des gens sélectionnés au départ. Et quant au PCR, je ne sais pas, on va attendre un petit peu. On est en train de finir de les mettre en place, mais on va attendre. Alors, la sérologie d'Ehrlichia Anaplasma, à mon avis, elle n'est pas très bonne, parce qu'il y a beaucoup de réactions croisées. Alors, surtout aussi, se méfier des IgM positifs. En général, c'est une réaction croisée. L'anaplasma, c'est certainement la moins bonne sérologie qu'il y a. Pardon, j'ai dit Emmanuel, mais c'est Lionel, mais c'est pas grave. Oui. J'aurais aimé savoir comment on peut éviter la prolifération de ces tiques dans la nature. Détruire les tiques dans la nature? La prolifération des tiques. Oui, alors... 60 ans en arrière, on entendrait peu parler en Creuse. Alors, il y a une fausse idée qui dit, alors c'est utilisé quelquefois par les chasseurs, parce qu'il y a un combat entre les forestiers et les chasseurs. Les forestiers qui disent qu'il y a beaucoup trop de gibier, on a plein de tiques, et les chasseurs qui disent plus il y a du gibier, moins il y a de tiques. Non, parce que des gros animaux, comme certains cervidés, des moutons, peuvent
stériliser entre guillemets les tiques adultes de leur borrelia. Mais ça n'a aucune influence sur le cycle, parce que quand on est au stade du cervidé, c'est le cycle final de la tique et les contaminations de l'environnement ont lieu avant. Donc ça, c'est des fausses histoires. Après, la décontamination chimique de l'environnement, elle est possible, mais elle est quand même très toxique sur le plan écologique. Alors, je sais qu'aux États-Unis, ils ont des régions, ils sont tellement contaminés qu'ils ne peuvent pas mettre un doigt de pied dehors dans leur jardin. Donc même Horowitz, il me le dit, ou des médecins de Virginie, où ils font venir des compagnies de désinfection de leur jardin qui viennent 2 fois par an pulvériser les produits chimiques. Bon, c'est pas très écolo. Alors après, l'autre jour, à la Fédération, il y avait une chercheuse de Nancy qui travaille dans les Ardennes et elle me disait qu'il y avait des travaux très intéressants. Ils mettent sur des terrains contaminés des petits tuyaux, des petits passages. Ils savent que les rongeurs vont passer à tel endroit. Et dans ces petits tuyaux, sur les passages des rongeurs, ils mettent des genres de compresses imprégnées de produits insecticides qui peuvent être utilisés chez les animaux. Et comme ça, quand la souris passe dans le petit tuyau, ça lui détruit les poules, les tiques, les puces. Et ça nettoie les rongeurs du jardin. Ce qui est beaucoup plus astucieux que de détruire tous les rongeurs, parce que si vous détruisez c'est les rongeurs le principal réservoir, hein, c'est pas les gros animaux. Il y a d'autres rongeurs qui vont venir prendre la place. Donc là, ils occupent le terrain, ils sont décontaminés. Donc je pense que maintenant qu'il y a beaucoup de bruit autour de la maladie de Lyme, que les gens vont commencer à s'intéresser à la recherche, je vois que du côté de l'agronomie, des vétérinaires, des spécialistes de l'environnement, ils commencent à avoir des idées pour faire des projets de recherche. Mais pulvériser le monde entier d'insecticides, on l'a fait avec le DDT et les moustiques, mais c'est pas la solution à long terme. Hein. À la conférence qui a eu lieu à Guéret avec Madame de Véza. Vous êtes où là, C'est moi. Oui, pardon. Il y avait Monsieur Thévenin qui était présent et il a parlé d'une plante qui s'appelle la Tanésie et qui aurait des vertus répulsives pour les tiques. Voilà, je transmets juste l'information. J'entends parce que ça résonne, j'entends. Monsieur Thévenin, lors de la conférence, disait qu'il y avait une plante qui s'appelait la Tanésie et qui pouvait être répulsive naturellement pour les tiques. C'est pas le citriodiol dont je parlais là ? Pardon ? Le citriodiol ? Ah pardon, c'est le nom scientifique. Parce que le citriodiol était mentionné dans la conférence de consensus. D'accord. Moi j'avais oublié d'ailleurs parce que j'avais pas lu tout en détail. Et j'ai redécouvert le citriodiol grâce à d'ailleurs un de vos collègues de France Lyme qui est un ingénieur des forêts, qui m'en avait reparlé, et c'est lui qui m'avait parlé de son évaluation à l'Institut de Neuchâtel, et du coup il en avait parlé à l'Agence du médicament, qui plutôt que de tout refaire s'est mis en contact avec l'Institut de Neuchâtel, et l'Agence française du médicament maintenant est très intéressée par l'évaluation de ces répulsifs naturels. Et donc le citriodiol 30 existe, alors je ne sais pas où on se le procure, si c'est sur internet ou dans des boutiques spécialisées, mais enfin il existe et il marche. Comment ? Là ? Je connais pas. Je disais la Tanésie, c'est autre chose en fait, c'est une plante. Ah pardon. Peut-être, je connais pas. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, ma question, elle est plus sur... ça donne beaucoup d'espoir, en fait, cette maladie. Et donc, on est plutôt, pour ce qui me concerne, dans tous les cas, sur quelqu'un qui a un test négatif. Et la question, c'est est-ce que le traitement, puisque aujourd'hui, vous dites que même les tests négatifs, ça peut être une maladie de Lyme, est-ce que le traitement que vous proposez fonctionne sur une maladie qui n'est pas forcément celle de Lyme ? Et est-ce que ça pourrait... si le médecin est d'accord pour pouvoir faire ce traitement, à qui est-ce qu'il faut qu'il s'adresse ? Alors, quand on n'a pas de certitude, je lui en fais un traitement d'épreuve, en sachant que quand ça réagit, c'est pas forcément la borrelia, quelquefois des gens peut-être ont la bartonella ou une autre bactérie. Il faut toujours donner un antiparasitaire à un moment donné. Donc moi je donne énormément de plaquenil qui marche très bien. Souvent il fait un peu exploser les symptômes au début, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais enfin qui sont des effets sur la maladie. Il a mauvaise réputation, parce qu'on a dit qu'il s'accumulait dans l'œil, mais c'est des histoires qu'on voit plus, c'est une histoire ancienne, ça à petite dose, si c'est surveillé par l'ophtalmo, il n'y a aucun souci. Et ça ne marche pas dans 100% des cas, mais chez 8 fois sur 10, ça marche très bien. Alors le gros problème du Lyme, ce qui tourne autour, c'est qu'il n'y a pas une recette qui marche chez tout le monde, sinon on serait content.
Mais il y a des gens qui vont dire, moi la doxycycline c'est génial, je vais voir un malade 1 heure après, il va dire la doxycycline ça m'a rien fait du tout, c'est du pipi de chat. Pareil avec le plaquenil. Donc c'est difficile pour nous aussi médecins parce que c'est un peu à la carte, il faut que chacun essaye le produit qui convienne. Il y en a d'autres chez qui un tel produit est beaucoup trop violent, va provoquer des Alzheimer terribles, ils peuvent plus se lever, ils peuvent plus rien faire. Et puis un autre antibiotique va être beaucoup mieux toléré, alors je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est très empirique. Alors c'est pour ça que c'est difficile pour les médecins traitants qui veulent s'y mettre, parce qu'il y en a qui ont de la bonne volonté, qui ont vu quelques malades s'améliorer, ils disent tiens, je vais me faire un peu de Lyme pour voir. Et ils sont très vite perdus parce que les malades réagissent pas pareil. Quand ça s'aggrave, ils paniquent parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils disent oh là là, c'est un effet secondaire dangereux du médicament. Après, ils savent plus quoi donner. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des formations des médecins. Alors il y a Philippe Raymond qui est un médecin généraliste à Valence qui avait été formé par Bottero qui est un des pionniers en France en médecine générale et qui maintenant organise des formations il en fait beaucoup en France maintenant pour les médecins généralistes. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a certaines régions, le conseil départemental de l'ordre des médecins a encouragé ces formations. Donc je tiens à souligner que maintenant il y a des conseils de l'ordre des médecins dans certains départements qui soutiennent totalement la cause du Lyme chronique parce qu'ils ont vu trop de témoignages à la fois de malades, de médecins. Alors, je peux citer l'Orne, je peux citer le Jura par exemple, et bientôt l'Oise probablement aussi parce qu'on m'a contacté de l'Oise, ils veulent faire un centre de prise en charge du Lyme. C'est pas le cas partout, parce qu'il y a des régions encore où malheureusement les médecins des conseils de l'ordre ne veulent pas en entendre parler ou n'ont pas eu assez d'informations pour y voir une idée claire. Et puis, je leur jette pas la pierre, c'est un sujet très compliqué. Si on n'est pas plongé dedans, on voit pas trop où ça va. Et excusez-moi, je complète. Et est-ce qu'avec tous ces symptômes, en fait, vous connaissez d'autres maladies qui donnent exactement les symptômes que vous décrivez, comme les neurologiques, articulaires, des choses comme ça, qui pourraient être assimilées à la maladie de Lyme, mais qui n'en est pas? Les autres co-infections peuvent donner des symptômes identiques. On peut pas. Alors on dit après que quand vous avez des vergetures rouges, c'est plus Bartonella. Quand vous avez des transpirations nocturnes, c'est plus Babesia. Mais c'est un peu au pif. Pour l'instant, il n'y a pas de grande série publiée avec une bonne documentation scientifique. Bonjour. Ce qui fait que c'est un peu au pif, comme vous dites, et j'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de recherche qui est faite dans le domaine, parce que c'est considéré comme une maladie rare, parce qu'on a étalonné les tests à 5%, a priori, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et vous parliez tout à l'heure de pavés dans la mare, mais vous donnez ce chiffre. Est-ce qu'il y a une preuve, à part ce qui a été vu tout à l'heure sur le PowerPoint? Est-ce qu'on a une preuve de ça qu'on peut trouver? Est-ce que ça peut être journalistiquement la preuve de quoi, vous voulez? De cet étalonnage des tests, du calibrage de ces tests. Que le test est verrouillé à 5%? Oui, est-ce qu'il y a la preuve, c'est que c'est la recommandation. Quand l'article d'Assous s'écrit en toutes lettres, EUCAL, qui est le club qui fait les recommandations en Europe, demande au labo de calibrer par région sur les 100 donneurs de sang. C'est écrit en toutes lettres sur le site de l'IDSA. Alors, EUCAL, comme ils sont attaqués, ils ont supprimé leur site internet depuis quelques mois. Donc maintenant c'est silence radio, ils ont disparu. Alors ils sont en train de recréer un groupe européen qui s'appelle, je ne sais plus comment ça se termine par BOR, pour Borrelia, au sein de la Société européenne des maladies infectieuses. Mais tout le problème, c'est qu'ils ont fait ces recommandations en les mettant comme ça un peu sur Internet, en les envoyant au labo, sans jamais vraiment les écrire officiellement. Parce qu'ils ne voulaient pas être attaqués là-dessus. Donc c'est tout le problème. Et parce que là, c'est un gros dossier. Mais j'ai jamais été démenti, quand je peux vous dire, quand des gens me disent raconte n'importe quoi, je leur sors la référence. Ils disent ouais, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on a fait. Mais c'est la réalité, j'y peux rien. Et dans votre livre, vous mentionnez aussi peut-être éventuellement la raison pour laquelle ça aurait démarré à côté de la ville de Lyme. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que vous voulez en parler un peu? Alors, moi, je ne peux pas trop en parler là parce que c'est pas mon domaine de compétence. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. On manque encore un peu de preuves, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus pour essayer de trouver des sources historiques. C'est pas impossible du tout. Il y a des choses troublantes, mais moi pour l'instant, moi, je suis médecin, c'est pas trop mon domaine de compétence, je peux pas prendre position là-dessus. Oui, professeur, j'ai une question d'une personne qui n'a pas pu venir.
suite à la maladie de Lyme, peut-on déclencher d'autres maladies telles que la maladie Gougereau, pardon, excusez-moi pour l'orthographe du nom, mais... Gougereau, non, c'est pas ça. Oui. Comment? Gougereau? Oui, c'est ça, oui. Gougereau-Sjögren, peut-être. Ça peut déclencher cette maladie. C'est une maladie auto-immune, la maladie de Gougereau, ou Gougereau-Sjögren, ou Sjögren, bon, c'est la même, qui atteint des glandes salivaires. Ça fait partie de toutes ces maladies auto-immunes. Effectivement, il y a des Lyme qui ont des syndromes de Gougereau-Sjögren et qui s'améliorent sous traitement. C'est comme toutes les maladies auto-immunes. Il y en a qui s'améliorent, d'autres qui réagissent moyennement. Bon, moi, je vais pas m'amuser pour l'instant à traiter toutes les maladies du monde avec les antibiotiques, mais j'ai des collègues aux États-Unis, des neurologues notamment, qui traitent toutes les scléroses en plaques, les Parkinson, les scléroses latérales amyotrophiques par antibiotiques. Pour les scléroses en plaques, par exemple, ou les Parkinson, ils me disent qu'ils en améliorent beaucoup, ils en guérissent 20%. Ceux-là, ils en guérissent, ils en améliorent 15%. C'est pas du tout 100%. Alors, on n'a pas de chiffres comme ça pour toutes les maladies auto-immunes. C'est dans ces maladies, il est clair que de temps en temps, il y a la borrelia, peut-être qu'il y a d'autres microbes, je suis sûr qu'il y a des virus chez certains malades, mais on n'a pas d'antiviral disponible aujourd'hui pour ce type de virus. Il y a le terrain immunologique, comment la personne se défend, la composante immunitaire, c'est très compliqué. Et je ne vais surtout pas dire à toutes les scléroses en plaques de France, vous avez un Lyme, parce que ce serait un mensonge, leur donner des espoirs... Mais d'un autre côté, je trouve ça pas normal que les neurologues se posent pas plus de questions en disant peut-être que chez certains malades, il faudrait proposer davantage de traitements d'épreuves ou alors d'évaluer des nouveaux tests, comme la PCR par exemple. Il y a des spécialistes d'organes restent encore assez braqués aujourd'hui. Hein. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les pathologies au niveau ophtalmo, parce qu'on parle beaucoup de pathologie au niveau ophtalmologique. Alors ça peut tout donner en ophtalmo. On peut voir double, avoir une atteinte du nerf optique, du champ visuel, une rétinite, une uvéite, une kératite. Bon. Merci beaucoup. Alors, non mais c'est ça le problème. Je ne dis pas que toutes ces maladies sont des Lyme, mais il y a notamment des ophtalmos maintenant qui ont l'esprit plus ouvert, notamment ceux de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors tout le monde n'est pas aussi ouvert à la Pitié-Salpêtrière dans toutes les spécialités, mais en tout cas en ophtalmo, et on a pu soigner ensemble des malades qui sont améliorés sous antibiotiques, alors qu'ils étaient suivis depuis très longtemps. Mais après c'est pareil, moi je souhaite qu'on puisse avoir des bons tests diagnostiques. On sait que les ophtalmos, souvent pour certaines maladies, font des ponctions de l'œil. Ils ont accès à des liquides biologiques oculaires. Si on faisait des bons tests sur ces liquides dans des bons labos, peut-être qu'on aurait des diagnostics plus précis. Mais comme pour l'instant, il y a eu zéro aide à la recherche dans le domaine et que les ophtalmos n'y croyaient pas trop, on n'a pas avancé d'un poil depuis 20 ans. Mais moi, je suis sûr qu'on pourrait trouver des choses. Hein. Et aider les malades, surtout, hein, c'est l'essentiel. Oui, bonjour, professeur. J'ai deux questions à vous poser. Je vous ai entendu à plusieurs reprises parler de la maladie du lupus. J'ai la chance, j'ai Lyme et lupus. Oui. Et aussi, vous parlez de plaquenil. De plaquenil, oui. Plaquenil. Oui. Dès qu'on prononce ce mot-là, les médecins commencent à trembler. Et on vous envoie tous les 6 mois passer des visites chez l'ophtalmo et tous les ans des visites beaucoup plus approfondies. Plaquenil, vous avez l'air de ne pas croire la dangerosité. Mais le plaquenil, c'est pas dangereux. Ça a été dangereux dans les années 50-60 chez les gens qui vivaient en Afrique, en mangeaient par kilo, parce qu'à l'époque c'était un antipaludique, et que dès que les gens, c'était en vente libre, quand ils avaient de la fièvre ou un peu de fatigue, ils disaient c'est mon palu, ils se prenaient 10 comprimés de plaquenil ou de nivaquine, et à la longue, des gens ont accumulé dans l'œil et se sont abîmés la rétine. Ça, c'est des accidents qui ont existé. Maintenant, moi, ça fait 20 ans que je prescris du plaquenil tous les jours. J'ai jamais vu un accident plaquenil. Ça arrive régulièrement qu'un ophtalmo me dise là, je préfère, j'avoue un petit doute sur le champ visuel, on va arrêter. Bon, j'arrête. Alors moi, je donne toujours des petites doses parce que les internistes ou les rhumatologues qui donnent beaucoup de plaquenil dans les maladies auto-immunes, on donne 2 ou 3 comprimés par jour. C'est beaucoup trop. Bon, à ces doses-là, les Lyme, ils explosent. Moi, je commence à un demi-comprimé. Je dis si c'est trop fort, vous passez à un quart. Éventuellement, quand je augmente, je ne dépasse jamais un comprimé par jour. Le plaquenil, c'est pas du tout un immunomodulateur, un anti-inflammatoire, comme on vous raconte en médecine interne. C'est un puissant anti-infectieux, antiparasitaire, antibactérien.
qui tue les bactéries dans les cellules. C'est actif directement sur Borrelia, ça a été montré par un chercheur norvégien. Donc c'est un anti-infectieux. Ce qui explique tous ces effets secondaires au début, ça pète de partout. Mais après, au bout de 15 jours, 3 semaines, les gens vont beaucoup mieux, ces effets secondaires disparaissent. Et le plaquenil, quand c'est bien toléré, habituellement, moi je l'arrête au bout de quelques mois, ça suffit. Puis quand les gens rechutent, je leur donne 2-3 mois et puis ça se passe bien. J'ai peut-être une vingtaine de patients dépendants du plaquenil qui en prennent depuis 10 ans à toute petite dose. Mais j'en ai qui en prennent un demi-comprimé 3 fois par semaine et ça les maintient parfaitement. Et alors vous imposez des électrorétinogrammes tous les 6 mois, tout ça. Ça c'est pour nourrir les ophtalmologistes. Bon, merci. Non mais l'électrorétinogramme, ça c'est utile quand on fait une forte dose, qui a un gros antécédent oculaire pour être plus précis que l'évaluation grossière. J'en fais, j'en demande de temps en temps. Mais si vous regardez dans le dictionnaire Vidal des médicaments, l'électrorétinogramme n'est plus du tout obligatoire pour la séance du plaquenil, surtout pour les petites doses. Il doit être indiqué dans certains cas. Je suis bête et dissimulé, on me dit qu'il faut aller passer les examens. Ah oui, non, mais beaucoup d'ophtalmos, c'est normal parce qu'ils le facturent, donc ils vous le font à chaque fois. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, mais enfin, j'en prends qu'un tous les 2 jours. Ça, c'est du business, c'est plus de la médecine. Deuxième question, s'il vous plaît. Est-on sûr à l'heure actuelle que la maladie de Lyme provienne uniquement de la tique? Alors, il y a... Bon, je ne vais pas dire que la tique c'est un insecte, c'est pas un insecte, c'est un arthropode, mais il y a d'autres insectes qui ont été suspectés. Il y a quand même beaucoup de témoignages, on n'a pas la preuve, mais il y a des témoignages de piqûres de temps, et ça revient régulièrement. Moustiques, moi j'ai vu une fois en 30 ans une malade qui avait eu des hérités migrants autour de piqûres de moustiques multiples. Il y a une publication qui a trouvé des faibles quantités de Borrelia dans une espèce de moustique, mais il semble que le moustique soit un très mauvais vecteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un peu de Borrelia, mais peut-être que par certaines conditions climatiques exceptionnelles, il y a une transmission comme ça. Les aoutas, j'ai quand même des gens qui m'ont dit qu'ils sont assez formels, ils pensent avoir été contaminés par des aoutas, c'est peut-être possible de temps en temps. Après tout le reste, on n'a aucune donnée, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. Ça peut être une nymphe de tique. La simili. Similus. Ouais, je ne connais pas. Il faudrait demander à un entomologiste parce que là je suis dépassé. Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez des appareils d'électrothérapie pour soigner la maladie de Lyme. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Moi, au début, j'y croyais pas trop, en disant, ça doit être des trucs de charlatans. Après, j'ai eu beaucoup de témoignages de malades qui m'ont dit que quelquefois, ça les avait aggravés au début, puis il y en a qui se sont améliorés. Alors, j'avais été contacté par le monsieur Vieildan, de Vital Harmonie, parce qu'il avait travaillé avec des médecins dans le sud-ouest. Il m'a demandé de l'essayer, d'évaluer sa machine. Alors moi, je lui ai dit, je veux bien, mais avant de me lancer là-dedans, je veux que vous prouviez ça de façon scientifique. C'est-à-dire de faire des machines avec des vrais courants, des faux courants chez des volontaires, et puis qui accepteraient de faire une étude sur quelques mois pour voir si ça marche. Alors, comme des études comme ça, ce qu'on appelle en double aveugle, avec une méthodologie scientifique, une expertise extérieure, ça coûte cher à monter. Je lui ai dit, avant de lancer une usine à gaz comme ça, déjà faites une enquête auprès des gens qui ont acheté votre machine pour voir s'ils sont contents, déjà juste pour vous débrouiller le terrain, parce que si la plupart disent c'est nul ou ça marche pas, c'est peut-être pas la peine d'investir. Et alors, avec l'aide de Raouf Gauzy dans les Pyrénées, comme ça, ils ont fait une enquête. Alors j'ai demandé avant qu'ils déclarent ça à la CNIL, au comité de protection des personnes, pour pas qu'on dise qu'il faisait de la médecine sauvage, parce que lui, il avait le droit de commercialiser sa machine. Bon, il a présenté ses résultats préliminaires là au mois de mai. Il semble qu'il y a un effet intéressant qui aille au-delà de l'effet placebo, parce qu'il y a des gens qui s'améliorent beaucoup.
Après, moi, je suis prudent parce que si je me lance dans tous les trucs parallèles, on va dire que je suis un charlatan et tout ça. Mais je sais que ce monsieur a toujours dans la tête l'idée de faire cette étude scientifique dans des bonnes conditions. Donc, s'il le fait, qu'il accepte cette méthodologie, moi, je l'aiderai à le faire. Après, à titre individuel, c'est vous qui choisissez. Bon, moi, je sais que j'ai des malades en échec un peu des traitements médicamenteux qui ont été très contents de ce genre de machine. Mais je ne peux pas me permettre de les recommander comme ça tant que ça n'a pas été évalué de façon claire, quoi. On va poser encore 2 questions et puis après, voilà, ce sera terminé et on clôturera comme ça. Bonjour, j'aimerais revenir sur les recommandations de la Haute Autorité de Médecine, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, quand on est quelqu'un comme moi qui a les symptômes depuis... J'entends rien du tout parce que je sais pas, au fond ça résonne mal. Quand on est quelqu'un comme moi qui a les symptômes depuis des années, qui a le ELISA douteux et le Western blot positif, est-ce qu'un médecin peut dire non, vous n'avez pas Lyme et ne pas traiter aujourd'hui? Non, il ne peut pas le dire. Voilà, non. Et il y a encore des médecins qui le font. Je sais, non, mais c'est tout l'objet de ce débat. S'il vous plaît, je suis au balcon. Au balcon? Oui. Voilà, j'ai une cardiopathie congénitale et en plus, bien sûr, pour finir le tableau, j'ai attrapé la maladie de Lyme, qui au départ a été dénigrée par un médecin. Je suis restée 6 mois et je finissais par ne plus pouvoir bouger mes mains, ne plus pouvoir même parler. J'avais des difficultés et j'ai eu la chance d'avoir un autre médecin qui lui m'a donné un traitement et de 3 semaines par injection et qui a été vraiment bénéfique pour moi. Seulement, entre-temps, j'ai donc comment je vais vous dire ça, j'ai eu l'acrodermie chronique aussi qui s'est développée, et puis une récidive d'arythmie. Alors, on me propose un choc électrique, et j'aurais envie, moi, c'est simplement mon envie, d'essayer à nouveau un traitement de 3 semaines avant de bénéficier d'un choc électrique. Est-ce que vous croyez que je peux trouver un médecin qui me suive dans cet état d'esprit? De toute façon, si vous avez une maladie Lyme chronique, vous avez été amélioré au bout de 3 semaines, et si vous rechutez, 3 semaines n'est pas suffisant, donc il faut reprendre des traitements d'entretien, et peut-être pas qu'antibiotiques, ce que je disais tout à l'heure, antiparasitaires, traitements séquentiels. Donc effectivement, il faut essayer de trouver un médecin qui connaisse un peu, il y en a quand même beaucoup en France maintenant, qui peuvent vous aider. Est-ce que ça peut être jouable avant justement de le choc électrique? Parce que j'ai peut-être pas besoin de choc électrique. Vous pouvez essayer avant, s'il n'y a pas d'urgence, oui. Bon, non, je suis encore là. Merci beaucoup. Bon, la dernière question alors. Oui, la question que je me pose, c'est que vous vous battez pour tous ces patients qui sont atteints de cette maladie, vous passez pour un gourou, pour un farfelu, pour un fou, vous vous battez pour nous. Donc nous, à notre niveau, n'y a-t-il pas un moyen qu'on puisse vous soutenir et vous aider, c'est-à-dire éventuellement organiser un grand rassemblement pour montrer que vous n'êtes pas le seul fou, que c'est pas une secte, Lyme, et vous soutenir en ce sens, de manière à être pris plus au sérieux par tous ceux qui nous gouvernent. Et on va utiliser un mot que une personne qui nous gouverne a utilisé, donc c'est plus grossier, c'est-à-dire foutre un peu le bordel pour montrer qu'il y a des gens malades et qu'il faut réagir et faire quelque chose, et rapidement. C'est très gentil, je vous remercie. Je ferai appel aux associations si vraiment ça chauffe. Pour l'instant, d'abord j'essaie toujours de ne pas insulter les collègues qui n'y croient pas, de garder le dialogue. Deuxièmement, de convaincre sur des données scientifiques, et c'est pour ça qu'on a créé la fédération. On avance avec les autorités de santé. Et bon, c'est un peu grâce à moi qu'il y a eu tout ça, mais il y a le plan au ministère. Alors, dans le groupe, il y a des détracteurs, donc je ne sais pas sur quel texte on va arriver, mais laissons-nous la chance d'arriver à un texte. Si on y arrive, tant mieux. Ce sera déjà une libération pour les malades. Il y aura le soutien officiel. Si on n'y arrive pas, alors là, je suis d'accord, je vous appellerai pour foutre le bazar et je gueulerai le premier. Mais
pour l'instant, l'ancienne ministre, elle n'était pas du tout convaincue en 2015, elle a été très convaincue à la fin. La nouvelle ministre, avant qu'elle soit ministre, moi je l'avais rencontrée quand elle présidait la Haute Autorité de Santé l'année dernière, elle était très convaincue visiblement. Elle est plutôt aidante, son cabinet aussi, le directeur général de la santé qui ne croyait pas avant, maintenant soutient aussi, il essaie d'aider comme il peut. On a plutôt un œil bienveillant de la part des autorités. Faut pas mettre un bazar malsain, pas très structuré, parce que c'est contre-productif. Après, ça nous fait passer pour des allumés, Mais après, si vraiment sur ces arguments scientifiques, rationnels, on n'y arrive pas, je serai le premier, et il y aura des journalistes probablement qui relaieront aussi en disant que c'est pas normal, parce que maintenant on a quand même des arguments scientifiques pour essayer d'avancer. En tout cas, merci beaucoup. S'il y a besoin, oui, on fera des manifs. Mais maintenant, je crois que ça ne peut plus revenir en arrière, parce qu'il y a trop de données scientifiques, trop de gens concernés pour que ça revienne en arrière, à mon avis. Bon, on avait dit qu'on arrêtait, parce qu'on va rester toute la journée. Là, mais... Oui. Est-ce que les médecins sont obligés de déclarer toute maladie? Non, ce n'est pas déclaration obligatoire. Alors, il y a des enquêtes auprès des laboratoires pour voir qui déclare des tests positifs, mais comme les tests ne sont pas très bons, ça fait tout de suite pas beaucoup de cas. Il y a certains pays européens qui déclarent les érythèmes migrants, mais en France, c'est pas du tout obligatoire. Alors après, Santé publique France, qui s'appelle Institut de veille sanitaire, fait de temps en temps des enquêtes, mais régionales. Il y en a eu en Alsace, il y en a peut-être eu dans la Creuse, mais il n'y a pas vraiment d'enquête nationale systématique. Puis après, sur quoi la baser, parce que les tests sont pas bons. Mais c'est le cas dans toute l'Europe. Hein. Il y a un constat de... Il y a quelqu'un qui a publié une étude en Europe pour montrer que c'était le grand bordel, comme vous disiez, parce que d'un pays à l'autre, c'est désorganisé, il n'y a aucune coordination, et on ne sait pas ce qu'on recueille comme info, et de toute façon, c'est fait de façon très mauvaise partout. Il y en a certains qui sont très contents, donc on est content. Voilà, merci. Voilà, ainsi s'achève notre conférence et nous remercions chaleureusement le professeur Théron d'être venu pour la première fois dans notre département. Nous remercions le Centre médical national MGEN Alfred Lund de Sainte-Fère pour son accueil et la réalisation technique. Nous vous rappelons que le professeur Perron dédicacera son livre « La vérité sur la maladie de Lyme » proposé à la vente par la librairie aux Belles Images. Vous pouvez retrouver les bénévoles de France Lyme au stand d'information. Nous répondrons à vos questions et il vous sera possible d'adhérer à notre association. Si vous souhaitez nous soutenir dans nos actions de prévention, nous vous remercions de votre générosité. Un grand merci aux bénévoles sans qui rien n'aurait été possible. Et surtout, merci à vous tous de votre présence.